Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir face à la bande de 22h max, à laquelle se joint la chef du service économie de BFM TV. Bonsoir Gaëtane Mélin. Bonsoir Merci Maxime. d'être là, renforcé par votre panier dont on va parler dans un instant. Michel-Édouard Leclerc, avant de rentrer dans le dur, la conversation qu'on avait là, juste avant que vous n'entriez sur ce plateau, est-ce que ça vous donne envie dimanche d'aller manifester? J'écoute pas. Marcher, vous n'écoutez pas? Non, je suis d'accord avec Monsieur Barbier. C'est-à-dire que les chicailleries, les tortillements dont parlait Anna Cabana, ça vous éloigne de tout ça? Ah bah ouais. Moi, je suis évidemment contre l'antisémitisme, mais je suis pour la paix et je suis contre tout ce qui est clivant. C'est un grand moment, on devrait fédérer l'ensemble des citoyens français. Il n'y a personne pour nous fédérer, là. Même là-dessus, on n'y arrive pas. Je trouve que... Non, c'est désolant, quoi. C'est au fond de nous... La grande majorité de Français aimerait s'exprimer, mais aujourd'hui, là, on voit s'exprimer, ou en tout cas, je dirais même prier pour la paix, quoi. Et on nous oppose, on oppose les gens. C'est pas écrit sur votre front. Les partis politiques ont des programmes. Est-ce qu'ils sont antisémites ou pas? Mais les gens, à qui fait-on le procès aujourd'hui? Non, mais c'est pas, ça me plaît pas. Bon. Je trouve que ça pue. Ouais. Bon, ça c'est dit. Ouais, je trouve que vous avez raison. Ce sont les citoyens, en tant que personnes, qui doivent pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, cette parole est spoliée par cette espèce de politicaillerie. Enfin, c'est pas ça la politique. Hein, on est bien d'accord, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Bon, on est là pour parler évidemment d'inflation. Pardon, hein, c'est vrai que les sujets n'ont pas la même importance. Mais enfin, bon, en même temps, tout ça, la France est un pays aujourd'hui qui... Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le mot archipélisé, hein, c'est Fourquet. Absolument. Et on parlera à un moment donné, enfin, je veux dire, même l'entrepreneur, même si on est au combat pour essayer d'avoir des moins chers, etc., on le fait pas contre, on le fait pour quelque chose. Et donc, ouais, moi, je veux bien participer à quelque chose de positif pour tout le monde, sans exclusion, quoi. Mais ça tend l'atmosphère aussi dans des grandes boîtes, dans des grandes entreprises comme la vôtre, entre salariés, etc. Vous le sentez, ça? Comme dans la société française. Vous savez que sur la chaîne, je suis votre fidèle auditeur et tout ça. Vous parlez que de ça tout le soir, là. À un moment donné, c'est stressant. Hein. Pas que de ça, mais on en parle. Là, depuis 2 heures, j'ai regardé avant pour me mettre à jour, mais j'arrive de province. Je suis un provincial hein, qui monte à Paris. Et c'est vrai que ça... déjà, à l'Assemblée nationale, comme le disait Christophe Barbier, vous avez toujours votre écharpe rouge, là. Et oui, chacun son logo. Hein. Le mien me rapporte moins que le vôtre. La marque Barbier. Vous faites votre reine d'Angleterre, là. Avec les... Bon, non, allez, j'essaye de mettre un peu de... Non, mais vous avez raison. On va essayer d'en mettre aussi ce soir, bien sûr. Mais je le disais, on va rentrer dans le dur tout de suite avec ces nouvelles négociations qui sont en cours entre vous, grande distribution, les industriels. Ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme baisse de prix de ces nouvelles négociations et quand? Alors, d'abord... dans ce qu'on vend dans un hypermarché, Carrefour, Auchan, Intermarché, il y a des choses qui dépendent de ces négociations et il y en a d'autres qui dépendent du marché mondial. Donc aujourd'hui, par exemple, le textile, les vêtements, le blanc pour janvier, tout ça, ça a été acheté... Le blanc, c'est-à-dire les draps. On sent l'homme qui s'est occupé de son foyer, là. Attendez Maxime, vous êtes en train de vous dévoiler. Attendez, je suis là j'ai fait un effort de pédagogie pour tout le monde. C'est bien, c'est bien. Tout ce qui concerne la maison. Merci. Voilà. Et tout ça, je pense qu'il y a des vrais produits à la baisse parce que ils n'étaient pas fabriqués ou peu fabriqués en France. Leur prix dépendait du prix de l'énergie, mais aussi beaucoup du transport. Et depuis quand même 7-8 mois, le prix des conteneurs est passé de 15-17 000 euros à 2 500 euros. Donc là, sur ces produits-là, on peut attendre des vraies baisses. Qu'est-ce que vous appelez une vraie baisse? Jusqu'à 10%. Okay. Alors après, il faut regarder les variations monétaires, tout ça, mais sans vouloir faire savant, je pense que sur des secteurs comme ça, on va avoir des vraies baisses. C'est quand?
En fait, les grandes périodes de renouvellement des arts de la maison, comme on dit, c'est début janvier. Oui, art de la maison, c'est facile à comprendre. Voilà. J'apprends aussi avec vous. Mais même là, dès Noël, les jouets qui se mettent en place aujourd'hui dans les chaînes de distribution ont bénéficié aussi de ces coûts de transport à la baisse. Et, alors, on fera un gros plan sur Noël dans un instant. Donc je vous le dirai, mais là, il y a des poches de baisse aussi. Bon. Pour ce qui concerne l'industrie agroalimentaire, les produits de consommation courante à marque, qui ont un régime juridique de fixation de prix en France et qui est unique en Europe. C'est-à-dire qu'on négocie une fois dans l'année. Ils ne sont pas de libre négociation, c'est très encadré, c'est très administratif, c'est un truc, je vous mets au défi de comprendre certains textes. Bon, on a des collaborateurs qui sont super sioux, c'est ingénieux. Et donc là, on va négocier. Ça faisait quand même 8 mois que Dominique Schelcher, y compris de Système U ici, ou Thierry Cotillard d'Intermarché, ou Alexandre Bompard de Carrefour, on a demandé de pouvoir renégocier. Donc on va le faire maintenant. Ça a pris du temps, mais ça va être un peu avancé quand même. Ouais. Alors les négociations doivent s'arrêter entre le 15 et le 31 janvier. Ouais. Rentrons pas dans la technique. C'est quand même une opportunité d'y aller, et on y va quand même pour aller chercher des baisses, de la déflation. On ne se fait pas d'illusions parce que les tarifs qui nous arrivent et qui sont préalables à cette négociation sont pratiquement tous à la hausse. Donc là, les industriels viennent vous voir en disant « moi, je veux ça ». Ouais. Aujourd'hui, on en est Alors, là. on n'a pas tout reçu. Oui. C'est compliqué pour un industriel. Je ne fais pas de l'anti-industrie. C'est compliqué pour un industriel, face à un monde incertain, de fixer des prix pour une année. La tentation, c'est d'essayer de ramasser cher dès le départ, parce qu'on ne pourra pas y revenir une deuxième fois. Bon, moi, je crois que le système ne tiendra pas, donc peut-être qu'il y aura une deuxième fois. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, ils arrivent avec des tarifs à la hausse. Tout ce qu'on a, c'est entre 5 et 10%. D'accord ? Donc c'est beaucoup. N'oubliez pas que les prix, notamment alimentaires ou de consommation courante, ont augmenté de 17% à peu près sur 1 an et demi. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est carrément des baisses et de la déflation, notamment chez les multinationales, principalement dans les grandes multinationales, les 75 big... Vous dites, elles ont fait des profits, on peut de gros profits ces derniers mois, on peut aller récupérer de l'argent là. Je pense que ce qu'elles ont pris l'année dernière, cette année, montre qu'on n'a pas assez bien négocié l'année dernière, qu'on n'a pas été assez accompagné par le politique, par le Parlement, etc. Mais on va aller chercher... Et en tout cas, on va le demander, même s'ils ont des hausses de coûts, qu'on les étale, qu'ils étalent. Quand on s'appelle Nestlé, quand on s'appelle Procter, quand on a une stature internationale, on peut faire comme les distributeurs que nous sommes, étaler les hausses et non pas faire un mur d'inflation comme il y a eu cette année. Michel-Édouard Leclerc, l'an dernier, lorsque les négociations ont débuté, c'était des hausses comprises entre 15 et 30% qui étaient demandées par les fournisseurs. Là, on est entre 5 et 10%. Donc finalement, ce sont des hausses qui sont un peu moins importantes. Et puis, il faut aussi être honnête, lors d'une négociation, il y a toujours quelqu'un qui arrive avec un niveau assez haut. Et puis, c'est tout le jeu de la négociation, c'est d'arriver à faire baisser cette hausse de 5 à 10%, de la ramener à 2 ou 3%, ou même de la faire baisser sur certains produits, quand on le pourra, sous les zéros. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la donne a littéralement changé par rapport à l'année dernière. On a aussi des baisses de prix de matières premières qui sont conséquentes, parce que quand on regarde, par exemple, le cours du blé, il a baissé de 33% sur un an. C'est pas rien, 33%. Le tournesol, moins 44%. Le maïs, moins 40%. Et puis même si on regarde les prix du gaz et de l'électricité, par exemple, le gaz, l'an dernier, il était à 140 € le mégawattheure, alors qu'aujourd'hui, il n'est qu'à 40 €. Donc vous voyez bien la différence. C'est exactement la même chose d'ailleurs pour l'électricité. C'est bien, pardon, vous êtes en train de préparer l'argumentaire de Michel-Édouard Leclerc pour lui dire regardez ces baisses. C'est super. Ces baisses. Malgré tout, il y a un mais. Et oui, tout à fait, parce qu'il y a toujours un mais. Le sucre est toujours en très forte hausse, et même la progression est spectaculaire, plus 52%. On a le cacao qui est à hausse de plus de 61%. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, ce sont les salaires. Les salaires ont augmenté depuis l'an dernier. Et ça, c'est rentré finalement dans le calcul des coûts des fournisseurs. Et ils vous le disent tous, si on ne retrouvera pas les prix d'avant-crise, c'est parce qu'effectivement, il y a eu des coûts qui aujourd'hui... Donc Gaëtane, vous faites là baisser. ce soir l'argumentaire de Michel-Édouard Leclerc et des industriels. Exactement, voilà, c'est équilibré. Michel-Édouard Leclerc, comment... Effectivement, quand vous voyez ces baisses sur le blé, etc., vous dites là, il y a un certain nombre de produits qui doivent baisser. Ouais. Très clairement. Les produits à base de céréales, donc les pâtes à pizza, les pâtes par exemple. Gâteaux. Il y a des gâteaux. Alors il y a du sucre dans les gâteaux, mais
je suis d'accord avec vous, on va aller chercher des baisses sur un certain nombre de catégories, dont les pâtes, dans le café, parce que même si le cours du café remonte actuellement, il a été à la baisse. Donc, on va aller chercher des baisses. Et je vais utiliser le même ton que vous et le même argumentaire. Si Fogiel, le camarade Fogiel ne veut plus de vous un jour, venez nous voir parce que vous faites ça très très bien. Hein, non, mais moi je mets de la légèreté là-dedans parce que évidemment, j'allais vous dire je suis en mode combat, mais les termes guerriers, la métaphore n'est pas respectable aujourd'hui. Non, voilà. Mais quand même, on va négocier. Donc, on aura des poches de baisse. Ça, je suis sûr qu'on aura des poches de baisse. Mais l'idée. Et c'est l'idée que, je crois, sincèrement soutient Bruno Le Maire, c'est qu'on va aller chercher, on va casser le rythme de l'inflation. On va remettre l'inflation des produits de consommation courante dans l'inflation générale. Et parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de raison que ça monte à 17 et 20%. Quoi. Pour l'instant, l'inflation générale globale, on est entre 3 et 4, on va dire entre comme ça. 3 et 4%, beaucoup plus sur l'alimentaire. Hein. Et sur l'alimentaire, on est à 7,7. Oui, mais vous voyez... je me suis fait engueuler par Bruno Le Maire parce que justement, je n'utilisais pas assez son projet de loi pour annoncer des baisses. Mais les baisses ou les hausses, elles vont avoir lieu non pas à Bercy, mais dans nos magasins, chez Intermarché, chez Leclerc, chez Auchan, etc. Donc moi, j'ai un rapport de confiance à garder avec le public qui nous a choisis, et aujourd'hui beaucoup. Hein, et donc, je ne peux pas annoncer des baisses sans les avoir. Je suis en égo, je vais demander plus que probablement on va avoir. Mais c'est très important aujourd'hui de dire que même si on casse cette inflation, les effets principaux auront lieu en février, en mars, en avril. Mais vous dites que c'est à ce moment-là, pardon, qu'on verra des baisses sur le prix des pâtes, par exemple. Dès qu'on a des baisses, on les prend. Ça, je les applique. Ouais. Ça, je vous jure que nos propriétaires de magasins, des adhérents Leclerc, comme on dit, on est une coopérative, dès qu'on a une baisse, on l'applique. Mais est-ce que les consommateurs vont le voir? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on le voit bien, on parle d'un ralentissement de l'inflation. On parle d'une baisse de prix de 1 à 2% sur certains produits, mais en fait, ce que nous disent les consommateurs, c'est qu'ils ne le voient pas. Non, mais là, c'est normal qu'ils ne le voient pas. C'est normal qu'ils ne le voient pas. Ils voient des hausses. Aujourd'hui, vous habitez Landerneau, vous habitez Saint-Étienne-du-Rouvray ou la Souterraine, où vous voulez, vous n'avez vu que des hausses depuis 1 an et demi, d'accord ? Donc, après, le reste, pour le moment, ça a l'air pour eux, pour les consommateurs, que c'est de la soupe. Donc, il faut qu'on leur apporte ces baisses. OK. Mon propos, c'est de vous dire qu'on va aller profiter de ces négociations pour aller chercher des baisses ou en tout cas des moindres hausses. On va les répercuter immédiatement aux consommateurs. Donc, tout immédiatement, c'est quand ? C'est janvier ? Y a la loi des contrats fait que ça s'applique sur un stock. Enfin, on va pas rentrer dans la cuisine. Oui, c'est probablement janvier. C'est plutôt février. C'est plutôt février. Ouais. Vous dites février, c'est là où on va commencer à avoir des vraies baisses. Non, pas des hausses qui ralentissent. Michel Edouard, il n'a pas dit ça. À partir de, non, mais c'est très important parce qu'après vous. Oui, on va mettre le bandeau. Ouais. Vous avez raison. On en a discuté une fois. Non, à partir. La baisse de l'inflation, elle sera très sensible, je pense, à partir de février, mars. Elle va aller progressivement. Par contre, ce que vous appelez la baisse de l'inflation ne fait pas une baisse de prix. Ce qui a été pris dans le portefeuille des gens ne va pas revenir. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut quand même se souvenir de l'état de débat l'année dernière, et vous êtes quand même venu assez régulièrement pour nous l'expliquer. On avait par ailleurs des ministres qui nous disaient « Vous inquiétez pas, à partir d'avril, à partir de juin, à partir de septembre, on va avoir une baisse du niveau de l'inflation, etc. » Et en fait, il y a vraiment un sentiment chez la plupart des consommateurs d'un contrat de confiance rompu, des gens à qui on dit « Vous inquiétez pas, ça va se calmer », et ça s'est jamais calmé. Non, mais bon... Est-ce qu'il y a eu une erreur sur la communication gouvernementale, justement sur... Mais pas que gouvernementale, parce que... Ou même du côté de... Non, mais même vous voyez, au Parlement, ils ont voté des lois, mais pas que le Renaissance, aussi LR, mais aussi IPS. Ils ont voté des lois pour limiter les promotions, pour nous obliger à prendre... on aura des exemples tout à l'heure sur le shampoing, pour nous obliger aussi le dentifrice, etc. Pour nous obliger à prendre une marge de 10% sur des produits de consommation courante. C'est un paradoxe. C'est au moment où, d'ailleurs, Madame Borne évoquait la possibilité de vendre du carburant à perte. On nous obligeait à prendre des marges sur des produits, sur des couches et des trucs. Bon, on est sorti de ça. On s'est battu. Au 1er avril, cette loi est applicable. Mais c'est pour vous dire que c'est pas que le gouvernement. Il y a eu un déni d'inflation. Il y a eu un déni. Et puis, moi, je me suis même posé la question de savoir s'il n'y a pas, au fond, pas mal de gens qui voulaient cette inflation, qui étaient contents de cette inflation. Les marges reconstituées par les entreprises, c'est autant d'entreprises qui ne frappent pas les portes de l'État.
C'est ça l'ambiguïté du discours des finances publiques. Chercher des aides, etc. Oui, c'est un vrai sujet. Moi, je me rappelle avoir été les centres Leclerc. Je ne suis pas le patron exécutif des centres Leclerc. À mon âge, il y a plus jeune que moi pour tenir les rênes du groupe, mais je les accompagne. Je suis leur junior influenceur. Et en fait, je me rappelle de députés qui faisaient... mais non, il n'y a pas d'augmentation des marges industrielles. Des rapports publics concluaient au fait que j'étais un peu un agité du bocal en disant... il y a peut-être un peu des lobbies qui passent par l'Assemblée, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, et en fait... vous disiez que certains se gavaient. Regardez les résultats qu'on fait. Alors là, ils replongent, mais dans le transport, il y en a qui ont fait des résultats extraordinaires. Dans l'énergie, il y a eu des très beaux résultats. Et dans l'industrie agroalimentaire, il y a un rapport de l'inspection générale. Et même le président de la République, dans une allocution un dimanche soir, alors qu'il est à l'origine d'une loi de protection du revenu agricole et de l'agroalimentaire, il a lui-même dit que des industriels de l'agroalimentaire s'étaient servis de la problématique paysanne. Il y aura d'ailleurs un nouveau rapport qui fera justement la lumière sur les marges des fournisseurs, les marges des distributeurs et les marges de l'industrie agroalimentaire pour savoir justement quels sont ceux qui ont récupéré le plus d'argent dans cette histoire. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que vous avez dit tout à l'heure, et avant de donner la parole à Christophe Barbier, quand on voit les produits qui sont face à vous, Gaëtan, sur quels produits, là, qui sont des produits alimentaires de grande consommation, est-ce que ce sont sur tous ces produits-là que l'on peut espérer avoir une baisse, vous disiez, à partir de février? Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. C'est bien une baisse de prix dont on parle, pas d'un ralentissement de l'inflation, c'est de baisse de prix concrète qu'on va voir dans les rayons. Leclerc va aller chercher des baisses sur tout ça. Bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein. Même si on sait déjà qu'il y a encore quelques tensions sur l'huile d'olive liées à... On va aller chercher des baisses sur tout ça. Qu'est-ce qu'on aura à l'arrivée? C'est pas un théâtre, c'est pas un jeu de poker, c'est pas un casino. Il y a des entreprises avec des emplois, il y a des entreprises avec des... On va négocier. Donc vous avez raison, tout à l'heure vous avez dit, un industriel aujourd'hui, ne sachant pas s'il va pouvoir repasser les plats, il demande plus. Et nous, on est là pour essayer parce que ça se passe chez nous, ça se passe dans nos magasins, l'inflation, vous voyez? Et vous vous rendez compte quand même, les prix ont augmenté de 17 à 20% sur des produits de consommation courante. Alors j'insiste sur les industriels ont perdu des plumes aussi, parce qu'il faut aussi dire que les consommateurs ont eu un autre mode de consommation, ont fait des arbitrages, et notamment ils ont délaissé les marques nationales qui avaient très fortement augmenté. Ils ont choisi des marques distributeurs, les vôtres par exemple, ou bien encore des marques à petit prix. Et ça, c'était vraiment nouveau. Donc en quelque sorte, quand on parle d'une baisse de la consommation, c'est surtout une baisse de la consommation des produits nationaux. Donc, les fournisseurs, eux aussi, ont peut-être intérêt à aller dans votre sens s'ils veulent reconquérir certains consommateurs. Pardon, je vous ai coupé. Ce sera un élément clé de la négociation. C'est-à-dire beaucoup d'industriels qui ont été trop forts dans la hausse de prix ont beaucoup perdu en volume. D'accord ? Alors, c'est aussi une stratégie dans l'industrie agroalimentaire comme dans l'automobile, la premiumisation. À défaut de faire du quantitatif, je préfère marger plus sur ce qui se vend plutôt que de courir après le chiffre. Maintenant, il y en a quand même beaucoup d'industriels vont revenir avec des propositions, je pense, quand même à la fin, plus raisonnables. C'est ce que j'espère. Et c'est ce que nous sommes le seul distributeur à croître en volume. Leclerc, on est en France le seul distributeur à croître en volume parce que nos petits prix, nos premiers prix ont vraiment fait plus 35% de ventes sur les... Et n'oubliez pas, 60 millions de consommateurs vient de sortir un numéro spécial sur les premiers prix où toutes les enseignes sont analysées, etc. Et je vous rappelle que l'année dernière, vendre des petits prix, c'est être anti-écolo, anti-nutrition, etc. Aujourd'hui, même 60 millions de consommateurs dit qu'au moins 50% des premiers prix font le match avec les grandes marques. Oui, rivalisent en termes de qualité avec les grandes marques. Gaëtan, justement, vous qui relevez les prix avec le panier BFM TV depuis des mois et des mois, et le début de cette période d'inflation, on en est où? Vous avez de nouveaux relevés là pour nous? Oui, on est sur une stabilité sur un mois, petite hausse tout de même, avec des baisses, effectivement, notamment sur certains produits, mais des produits plutôt de saison, comme par exemple les pommes de terre ou les pommes. En revanche, on note encore de très fortes progressions, notamment sur des produits comme les yaourts. Mais pourquoi? Parce que les yaourts, un temps, ont bénéficié de promotions très très importantes. Ça explique que finalement, d'un mois sur l'autre, on a une évolution qui peut être aussi bien à la hausse comme à la baisse. Donc, c'est pour cela que je disais, encore aujourd'hui, même si on a parfois, par-ci, par-là, des baisses de 0,7%, 0,9%, c'est vraiment très très difficile à percevoir pour le consommateur.
Christophe Barbier. Une remarque et deux questions. Une remarque, la hausse des prix n'est douloureuse que quand la hausse des salaires n'est pas à la même hauteur. Sinon, c'est amorti. Dans certains secteurs, il y a eu des hausses de salaires qui ont permis d'amortir grandement. Dans d'autres, pas du tout. Si on redescend à 2, 2,5 d'inflation, ça sera beaucoup plus facile d'avoir une politique salariale qui en tient compte et qui amortit et qui rend cette hausse des prix, parce que les prix vont pas baisser, assez indolore. Sauf que ceux qui ont emprunté de l'argent à 3, 4, 5% ou plus, par exemple pour acheter un domicile, quand l'inflation va descendre à 2, là, ça va leur faire mal. Parce que les seuls qui gagnent de l'argent quand il y a de l'inflation, c'est ceux qui sont endettés. Les États, beaucoup, mais aussi les particuliers. Donc il va falloir gérer aussi ces vases communicants du mécontentement ou de la frustration. Ensuite, deux petites questions. La première, c'est: est-ce que je peux avoir un cookie parce que j'ai pas dîné et j'ai faim? Sauf si c'est le même paquet depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans quand même qu'on Je crois que c'est le même produit. Ouais. Donc il doit être périmé. Il est vide. Alors l'autre question, elle est pour Michel-Édouard Leclerc. Est-ce que vous avez lu le livre de Magali Picard qui vous écoute chez Plomb? C'est un livre assez honnête qui est par la charge. Et elle nous décrit le système et toute son ingéniosité. Et elle nous dit que souvent, dans les villes où il y a un adhérent Leclerc, il est le plus riche. Il est souvent le plus gros contribuable. Non. C'est très bien. Parce que ça veut dire qu'ils gagnent bien leur vie grâce à vous et que ce sont des formidables chefs d'entreprise. Mais ça veut dire aussi quand même que dans tout ce maelstrom, vous êtes gagnant. Mais ça fait 70 ans. Oui, mais là, vous n'êtes pas perdant. Ils n'ont pas mis la clé sous la porte depuis 2 ans. Christophe, on fait un carton. Leclerc fait un carton aujourd'hui. Nous avons presque 2 millions de nouveaux clients depuis 1 an et demi. D'accord? Donc ça veut dire à la fois qu'on est moins cher et en même temps notre pari, qui a été de retarder l'inflation de 3 mois à chaque fois avant nos concurrents. On a même depuis que j'ai travaillé avec mon père, quand j'ai commencé à travailler, on n'a jamais eu autant d'écart de prix entre un centre Leclerc et, par exemple, un groupe qui va très mal, c'est le groupe Casino. Casino, on est presque 30%. C'est votre pub des automobilistes là qui traversent la France et qui trouvent les. Ça, c'est celle de mon concurrent. Oui, bah c'est bien. C'est raté, Christophe Barbier. Mais c'est de la pub comparative. Mais c'est bien, c'est bien. Je vais vous dire, aujourd'hui, les villes les moins chères de France sont celles où il y a une concurrence entre un Leclerc et un U, entre un Leclerc et un Intermarché, entre les indépendants. Propriétaires de leurs magasins qui déjà pendant le Covid étaient dans leurs magasins, ramassaient les papiers, etc. C'est la force de notre système. C'est pas que Michel-Édouard Leclerc passe à la télé, communique, etc. Moi, je serais une sorte de Bernard Tapie s'il n'y avait pas derrière véritablement des magasins qui sont attractifs et tout ça. En fait, c'est vrai qu'on a des belles réussites chez Leclerc, chez Intermarché, chez U, mais c'est aussi parce que c'est la 3e génération familiale d'exploitants de magasins. Parce que nous sommes beaucoup de gens l'ont oublié, nous sommes d'anciens épiciers, d'anciens petits commerçants qui étions appelés à disparaître. Quand Carrefour a ouvert... Ils ont beaucoup grossi depuis. Mais quand Carrefour a ouvert en 1964 à Sainte-Geneviève-des-Bois, on était comme quand Amazon arrive, quoi. Sauf que quand Amazon est arrivé, on ne nous a pas refait le même coup. On a investi dans le digital. Aujourd'hui, 14% du chiffre d'affaires de ce groupe d'indépendants que je représente, 14% est fait à partir du digital. Vous vous rendez compte de la révolution? Le premier magasin de mes parents, c'était leur cuisine. Et aujourd'hui, on est toujours sur... Moi, j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, on est premier sur le digital. Mais alors, attendez. Pour rappeler ce que disait Christophe Barbier, les derniers chiffres des parts de marché en France de toute la grande distribution, vous êtes à 24,1% au mois d'octobre. Ça veut dire que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros, un quart du chiffre d'affaires de la grande distribution, ça se passe chez vous aujourd'hui. C'est un quart de ce panel. Oui, de ce panel, absolument. Parce que même, je crois que c'est Kantar. C'est Kantar, mais qui fait plutôt foi. Non, mais c'est très bien. Mais les nouvelles formes de distribution depuis 5 ans ne sont pas représentées dans ce panel. Je pense qu'en vrai, ils vont refaire un autre panel. C'est plus haut que ça? Non, c'est moins. Aujourd'hui, il n'y a pas mais quand même, ce chiffre-là, si on garde ce chiffre-là, simplement, ce 24,1, c'est un chiffre qui a augmenté continuellement depuis le début de cette période d'inflation. Certains vont dire, mais Michel-Édouard Leclerc aussi a profité de l'inflation. Ouais, mais si vous regardez, alors c'est le mot profiter qui me choque, parce qu'en fait, on a fait un pari de baisse de prix, et c'est vrai que les consommateurs nous ont plébiscité pour ce pari. Mais vous voyez, là, on réattaque l'année, on est toujours le moins cher. Pardon, je ne veux pas faire de la pub. Si vous prenez, par exemple, le prix des carburants, si vous prenez le prix des premiers prix, on est vraiment, quels que soient les comparateurs, on est vraiment écarté des groupes intégrés, cotés en bourse et tout ça. On est vraiment plus bas. Alors, en fait, on remise à chaque fois. Donc, le résultat net, la profitabilité des centres Leclerc n'a pas changé depuis 3 ans. Pas plus de marge, pas plus de profit?
Alors, la marge, ça augmente avec les coûts et tout ça, mais il n'y a pas plus de profit. Ouais. Pas plus de profit. On va parler de Noël dans un instant, les cadeaux, le saumon, les guirlandes, tout ça, dans un instant. Mais avant ça, ça se voit pas forcément ce soir, vous êtes un homme en colère. Vous êtes en colère, notamment et de plus en plus contre la fameuse loi Descrozaille. Cette loi qui, à partir du 1er mars prochain, Avril, 1er avril, j'ai voulu anticiper un peu. À partir du 1er avril, va vous imposer, on va voir ça avec Lisa Adef, que l'on accueille, bonsoir Lisa, va vous imposer d'une certaine manière de limiter les promos sur tel ou tel produit. On va voir lesquels, Lisa. Alors effectivement, les supermarchés ne pourront pas faire de promotion au-delà de 34% dans les rayons droguerie, parfumerie, hygiène et entretien. Le texte, donc vous l'avez dit, doit rentrer en vigueur, pas en mars, mais en avril 2024. Et cette loi est supposée renforcer l'équilibre entre les fournisseurs et les distributeurs. En gros, quand un distributeur comme Leclerc fait une promotion, il va demander à l'industriel de baisser sa marge. La loi Descrozaille, ça veut dire que les promos du type 2 gels douche pour le prix d'un, ça ne sera plus possible. L'objectif, c'est d'éviter que les supermarchés ne fassent pression sur les fournisseurs pour qu'ils baissent leurs coûts. Le problème, évidemment, c'est que les consommateurs que nous sommes aussi autour de la table profitent des promotions pour acheter certains produits qui sont trop chers d'ordinaire. Concrètement, dans les rayons, ça veut dire que vous ne verrez plus ce type de promotion. Là, vous voyez le lot de 2 dentifrices à moins 40%. C'est plus que ce qui sera autorisé, puisque je le rappelle, on parlait de 34% de promotion maximum. Et ici aussi, le deuxième produit est à moins 80%. Donc pour bénéficier de la promotion, il faut acheter les 2 dentifrices. 2 dentifrices à presque 4 € initialement, ça fait presque 8 € les 2 dentifrices. Et avec la promotion sur le deuxième, les 2 dentifrices ensemble reviendront à moins de 5 €, ce qui nous fait donc une promotion d'à peu près 60% au final. Encore une fois, beaucoup plus haut que les 34% autorisés. Et je rappelle tout de même qu'un tiers des Français renoncent aux produits d'hygiène par manque de moyens. Michel-Édouard Leclerc, je profite de votre présence pour vous poser une question. On sait que vous êtes contre cette loi, vous l'avez dit. Concrètement, il vous reste à peu près 4 mois pour agir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, vous avez vu que Bruno Le Maire a répondu à Apolline de Malherbe aussi qu'il était contre ce dispositif, qu'il n'a pas été entendu. Vous avez vu que le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, a demandé un moratoire sur cette loi. La Il n'a pas été entendu. Enfin, pour le moment. Hein, et donc, alors, moi, j'en fais pas une affaire de personne avec M. Descrozaille, on est bien d'accord. Mais c'est quand même assez incongru de limiter les promotions. On pourrait au moins faire un moratoire. Je comprends que pour le Parlement, c'est compliqué de revenir en arrière. Je vous rappelle que c'est pas que le gouvernement qui a voté cette loi. Donc moi, je suis respectueux du droit. Je suis un peu frondeur, mais je suis respectueux du droit. Quand on parle de droit, ça veut dire qu'on va aller en justice. Non, je pense qu'on a une plage de réflexion au Parlement. Je pense qu'on peut peut-être se ressaisir. Puis après tout, il faut un décret d'application. On verra ce qu'il en résultera. Ce que je voudrais juste vous dire, vous parlez beaucoup des promotions sur l'alimentaire, mais est-ce que vous savez que le secteur qui en fait le plus des promotions, c'est le secteur des médias et de la presse? Si vous prenez un abonnement, les publicités pour l'Express, les publicités pour Le Point, Télé 7 jours, Capital, vous pouvez même faire l'économie de 6 mois il y a des offres qui sont de ce type-là, quoi. Et donc, vous dites pourquoi ça tombe sur nous? C'est un peu la question, c'est d'abord pourquoi s'obstine-t-on, alors que c'est là qu'il y a de l'inflation, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à dire il ne faut pas faire payer le fournisseur? Alors, j'insiste là-dessus, en France, je ne peux pas négocier le tarif. C'est qu'en France. La loi française considère que c'est le droit du fournisseur. Et pourquoi pas? C'est un départ de négociation. On n'a pas le droit de négocier le tarif du fournisseur. Donc vous négociez des promos? Donc je peux négocier des promos ou offrir des services, des têtes de gondole, enfin tout ça. Bon. Et donc vous voyez bien que quand on nous interdit de faire plus de 30% ou de 40% de promo, c'est d'autant que je ne peux pas aller demander au fournisseur en déduction de son tarif. Donc non seulement ça atteint le consommateur, mais ça atteint la capacité de négociation. Donc je trouve que sans vraiment faire un truc personnel, cette loi, elle est incongrue. Et je reprécise encore, pardon Anna, que les exemples que l'on donnait, c'est des exemples qu'on est allé chercher dans vos catalogues, dans votre dernier catalogue, qui est commencé hier jusqu'à la semaine prochaine, avec un certain nombre de promotions où évidemment c'est affiché en très gros, etc., qui sont des aspirateurs à consommateurs aussi, ces promotions-là. Parce que, et Elisa le disait, il y a certains produits... Pas mal de consommateurs ne peuvent pas se les offrir en temps réel, en temps normal, pardon, et donc vont chercher et traquer les promos pour aller les chercher. Et vous savez aussi qu'on n'a pas le droit d'en faire la publicité, y compris à la télévision.
on a le droit, la distribution a eu tardivement le droit de faire la publicité à la télévision. C'était pour protéger la presse écrite à l'époque. Et notamment régionale. Et notamment régionale. Et vous voyez, c'est toujours pour quelqu'un. Hein, et nous n'avons pas le droit de faire des publicités de promotion à la télévision. D'accord ? Donc, on voit bien que c'est des querelles corporatistes. Et à chaque fois, c'est le consommateur qui... Mais vous dites qu'il faut tout envoyer valser, toutes ces règles-là. Non. Alors, d'abord, première chose, y compris dans ces négociations-là, je ne veux pas remettre, nous ne voulons pas, Leclerc, ni les autres distributeurs, remettre en cause les lois qu'on appelle Egalim et qui protègent le revenu agricole. 20 ans ou 10 ans de déflation. Le président de la République a été très clair là-dessus. On ne touche pas au dispositif qui vise à protéger les revenus agricoles, au mécanisme qu'on a mis en place difficilement par filière pour que les cours soient respectés. On ne touche pas à ça. Par contre, quand on est une grande multinationale et qu'on vend moins cher dans d'autres pays européens, c'est normal que nous, distributeurs, même si la loi est très restrictive, qu'on fasse feu de tout bois pour aller chercher des... Michel, vous disiez qu'il fallait qu'on pouvait encore se ressaisir. Mais ça veut dire, ça passe par quoi, ce ressaisissement que vous appelez de vos voeux? Je pense que beaucoup de parlementaires ont été un peu interpellés par le terrain, pour ne pas dire rappelés à l'ordre. Je pense que le terrain, ce qui a été un déni au départ d'inflation, je vous rappelle qu'on a été auditionné, que tout le monde nous a dit il n'y a pas de surmarge, après la publication des résultats du CAC 40 de toutes les grandes entreprises multinationales, après que le président de la République lui-même ait demandé un peu d'ordre. Moi, je pense que là, dans ces négociations... Oui, mais il peut se passer quoi maintenant? C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. Vous dites qu'il y a la pédagogie à opérer, prise de conscience, et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On revote une autre loi. Moi, non. Un moratoire, personne ne se déjuge. Qui viendrait du gouvernement, et le gouvernement s'y refuse, parce que le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, finalement, cette loi qui va à l'encontre de l'intérêt du consommateur, on l'a tous compris, elle a été votée par des députés et non pas par le gouvernement, mais lorsqu'on demande au gouvernement, comme a été d'ailleurs, comme l'a fait Alexandre Bompard, il a interpellé le gouvernement en demandant ce moratoire, en disant, vous avez le pouvoir de faire un moratoire sur cette loi, faites-le. La réponse du gouvernement est non, ce n'est pas notre loi, ce n'est pas à nous de nous saisir de cette question. Je veux simplement ajouter un argument, qui est quand même l'argument qui est donné par ce fameux député dont on parle depuis tout à l'heure, le député des Crozailles, qui dit, lui, que c'est notamment pour protéger les PME, et que protéger les PME, protéger les grands groupes industriels, c'est aussi protéger l'emploi et éviter que derrière, les grands groupes industriels ne mettent la pression précisément sur les agriculteurs eux aussi. Maxime, juste une chose. Ce produit qui fait partie de la liste, le papier toilette, en fait, ce ne sont pas des PME qui font qui produisent tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le dentifrice, etc. Exactement, ce sont des grandes multinationales et qui, en plus, pour la plupart d'entre elles, sont américaines. Donc non, il ne s'agit pas de PME. Mais il y en a peut-être quelques-unes. On peut protéger le petit commerce de centre-ville qui, lui, ne peut pas faire des promotions. L'objectif de Descrozailles, c'est aussi ça. Mais pardon, est-ce qu'il est écrit sur votre baril de lessive? Enfin, c'est plus un baril depuis bien longtemps, mais pardon, Michel Leclerc. Ça fait longtemps que vous ne faites pas les courses. Mais c'est faux, en plus. Vous êtes en train de me faire passer pour... Est-ce qu'on sait où est-il fabriqué? Oui, normalement, c'est... En tout cas, le bidon est plein alors que les cookies sont vides. Hein, c'est très utile d'avoir ça sur le plateau. Non, mais non, on ne sait pas. Franchement, l'enjeu, c'est quoi? N'oublions pas d'abord, qu'on soit industriel ou distributeur, si les consommateurs n'achètent plus, c'est panne de la consommation et certainement panne de la croissance française, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la consommation qui tire cette croissance, d'accord? Donc, au-delà des intérêts corporatistes, des chamailleries des uns et des autres, des profits qu'on oppose aux autres, etc., il y a un intérêt collectif à ce que cette consommation tienne son rang. Donc, ça, pour le moment, nous allons dire les industriels, je pense quand même, ont compris la leçon avec la baisse de volume, donc on va aller chercher ces baisses, et et à défaut, avec nos marques de distributeurs, c'est sûr qu'on va suppléer, on va prendre le marché à la place de leur marque. Maintenant, ce serait bien, je trouve, que la politique accompagne ce mouvement. C'est important. Quand on voit que Bruno Le Maire partageait notre point de vue mais n'a pas été suivi, malgré la puissance de Bercy, c'est là où je me pose quand même, dans l'intérêt de qui, quoi? Je comprends pas. Vous demandez là à l'instant, voir si les industriels ont retenu la leçon. On a un
cas d'école qui va arriver, c'est Noël. Évidemment, avec de gros achats, les jouets, les gros achats alimentaires, etc., avec des produits qui sont souvent très chers. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir si Noël sera moins cher cette année que l'an dernier? Pour 40% de notre offre, alors je parle pour nous, et c'est pas... Et vous parlez des jouets ou de... Oui, des jouets. Des jouets. 40% de notre offre de jouets, qui sont des jouets comparables d'une année sur l'autre, on est il y a une légère baisse de 3%, 4%, en plus des promos qu'on fait, etc. Donc j'imagine, de toute façon, on s'observe, il y a une vraie concurrence entre distributeurs, donc j'imagine que chez d'autres distributeurs, il y a aussi ces baisses. Après, là où je ne garantis pas, c'est quand il y a des licences, Marvel, Barbie. Et on en voit une de licence juste derrière vous. Voilà, on a même des images en même temps. Bon, vous savez, je suis à peu près à jour. Hein, oui. Et donc, bien que mes enfants, c'est parti, c'est plus haut là, ça a changé d'âge. Mais donc, la distribution a obtenu des promotions. Il y a des tas de jeux et tout ça. Ce que je peux vous garantir, c'est que pour tout ce qui est jouets courants comparables, il y a une baisse, d'accord? Et cette baisse, elle résulte du fait qu'on a acheté ces produits-là on est au début de l'année, donc du coup, on a profité... Une petite dizaine de mois. Ouais. Je voudrais juste, je ne sais pas le temps qui court, mais vous savez... On a le temps, vous inquiétez pas. Ouais, moi je suis un peu crevé. Je suis comme Christophe, j'ai pas mangé. Mais genre Christophe, il rusait pour avoir un cookie. Ouais. Et non, mais bon, en même temps, c'est sympa d'en parler quand même de manière décontractée. D'abord, ce qui a augmenté beaucoup chez les Français, pour les Français, c'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Loyer, coût les intérêts, enfin tout ça. Ça a coûté cher. Donc l'alimentation, le mur de l'alimentation, ça a vraiment été le grand choc. Maintenant, sur les carburants, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est plusieurs aujourd'hui à avoir tiré le marché vers le bas en sacrifiant nos marges, mais mes petits copains de Total, de Mobil ou d'Exxon, ils sont les plus chers du marché. Je vous promets qu'on en parle dans une seconde. Mais je veux juste terminer sur Noël parce que Gaëtan voulait réagir sur Noël. Mais on parle du carburant et évidemment tous ceux qui nous regardent attendent de savoir notamment si le prix coûtant va continuer chez Leclerc. On verra ça dans une seconde. Effectivement, sur les jouets, on peut effectivement se féliciter que la facture soit un peu moins salée, d'autant que le comportement des consommateurs a beaucoup évolué, puisque les achats de Noël commencent dès octobre maintenant et on étale sur plusieurs mois. On regarde surtout les promotions, là où sont les jouets les moins chers. Non, c'est sur les repas de Noël. L'an dernier, le repas de Noël avait augmenté de 15% et on s'attend cette année encore à une progression alors un peu moins forte, mais quand même, il y aura une hausse sur le repas de Noël. Pourquoi? Parce qu'il y a certains produits, comme par exemple le saumon, ou bien encore le foie gras, tous ces produits que les Français aiment partager au moment des fêtes de fin d'année, ils vont augmenter pour des raisons très, très claires. Alors, un peu moins très clair, visuellement, c'est moins clair du côté de Pour le foie gras, pardonnez-moi, on estime, enfin en tout cas le panéliste Thierry estime que la progression devrait être autour de 10%, dû notamment au fait que les éleveurs ont été obligés de vacciner une partie de leur bétail. Le saumon également, une augmentation potentielle de 5 à 10 centimes par tranche de 40 grammes, c'est assez conséquent. Ce qui pourrait en revanche baisser, c'est la volaille qui avait fortement progressé Là, Christophe a vraiment faim. Là. Oui. L'idée de la tranche de saumon est assez... Avec un filet de citron. Là. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a de la spéculation, selon vous? Quand on voit le cacao ou le sucre qui augmente... Attendez, il faut qu'on réponde sur Noël. Faut qu'on réponde sur Noël. Le saumon, d'abord. La réponse à la deuxième question, c'est évidemment oui. Mais pour revenir à la première... Non, je pense que les bases de comparaison avec l'année dernière ne sont pas bonnes parce que l'année dernière, suite à la grippe aviaire, il n'y avait pas de foie gras ou très peu, si ce n'est parce que la communauté européenne avait favorisé l'importation de foie de l'Ukraine. Et d'ailleurs, ça avait jeté un froid, si je puis dire, entre les Polonais, les Ukrainiens. Il y a eu dans la PAC, dans la politique agricole commune, il y a eu pas mal de... Non, je pense aujourd'hui qu'il y a des belles offres pour Noël dans la distribution. Et il n'y a plus de pénurie, en tout cas. Vous voyez, bon. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les ONG ont été hyper actives sur les conditions
conditions d'élevage du saumon. Sur le saumon, etc. notamment. Alors, je voudrais insister là-dessus parce que tout à l'heure, on a dit le rôle des premiers prix et tout ça. Alors, nos premiers prix, ils affichent le Nutri-Score. Hein, donc, c'est quand même des premiers prix sur lesquels la préoccupation sanitaire et gustative s'est insérée. Et sur les foie gras, les saumons aussi, dans la comparaison, vous allez voir, je pense que ça tient la route, y compris chez mes concurrents. Donc pardon, mais quand Gaëtan disait, on voit maintenant sur les jouets, sur les gros achats de Noël, que ça s'étale dès le mois d'octobre, ça vous le voyez très clairement, vous, aujourd'hui ? Oui, alors attention, il y a ce phénomène, moi c'est pas ma culture, hein, mais le phénomène du Black Friday qui va arriver, fait que soit les offres sont retenues, soit même les clients attendent le bingo du Black Friday, vous voyez. Et donc c'est pareil, les séries statistiques, il faut les regarder un peu. Mais vous y participez aussi au Black Friday, il y a du Black Friday aussi absolument, chez Leclerc. Absolument. C'est dans 15 jours. Ce que je voulais, je sais même au moment où je vous parle. C'est ça. Voilà, très bien. Non, mais on pourrait l'appeler autrement d'ailleurs, on pourrait peut-être trouver un mot français. Le vendredi noir. Non, mais justement, changeons de couleur. C'est pas terrible. Inventons un petit peu, ne traduisons pas, inventons. Bon, il faut revenir à votre question, Christophe Barbier, avant de parler d'essence. Non, c'était sur la spéculation. Quand je vois le sucre, moi ça me fait penser au film de Jacques Rouffio avec Michel Piccoli. Il n'y a plus de sucre alors qu'il y en a beaucoup et on joue sur la spéculation. L'an dernier, on a eu l'impression que des stocks de céréales étaient gardés parce que tant qu'on les gardait, ça montait, on les vendrait plus cher. Est-ce que ça, vous arrivez à l'identifier ? Alors, on n'arrive pas à l'identifier parce que la loi française n'exige pas des fournisseurs de la transparence sur les conditions dans lesquelles ils se sont approvisionnés. On a le droit à une certification des commissaires aux comptes pour dire que les comptes sont justes et machin, mais on n'a pas, dans cette loi Egalim, la transparence de nos fournisseurs quand ils disent on a acheté ce prix-là, etc. Bon, ça, c'est une première chose. Ça s'appelle l'article 3 de la loi Egalim, vous irez regarder. La deuxième chose, c'est très intéressant, vous connaissez peut-être Monsieur Chalmin et les publications... Spécialisé des matières premières, économiste spécialisé des matières premières. Je ne veux pas me tromper, mais il me semble qu'il chiffre à près de 50% les interventions sur le marché des matières premières, cacao, sucre, etc., qui ne sont pas les utilisateurs. Ce sont des spéculateurs qui achètent à la hausse, qui achètent à la baisse. Alors, je ne suis pas sûr de mon chiffre de 50%, mais beaucoup de gens, de toute façon, pour faire vailler un cours, il suffit de 10%. Et c'est ça le problème, c'est que ce soit à Chicago ou sur des bourses à Rotterdam, etc., aujourd'hui, il y a tellement de liquidités dans le monde depuis la crise de 2008 que beaucoup d'argent est placé à court terme, voire à très court terme, avec des programmes, avec des algorithmes qui jouent ça. Et évidemment, les utilisateurs, moi, le patron de PME qui a besoin de sucre pour faire ses crêpes, le patron de ses crêpes dentelles ou ses biscuits, etc., il est victime de ça. Donc, je ne lui reproche pas à l'industriel d'avoir mal acheté. Enfin, quelquefois, je trouve qu'ils ont mis du temps à s'organiser pour bien acheter, parce que nous, distributeurs, ça fait quand même... on s'est organisé pour bien acheter. Mais je pense qu'il y a beaucoup de spéculation. Et c'est pour ça que, pour moi, il faut finir cette année-là en arrêtant ce cycle, cette inflation que je dis spéculative depuis le début du Covid, parce que dans les temps d'après, l'inflation sera moins forte, mais elle sera durable, parce qu'une économie décarbonée, parce qu'une économie relocalisée va coûter plus cher à produire. Et là, il y aura des vraies hausses de coûts réels. Et donc, pour de bonnes raisons. Pour des raisons vérifiables et structurelles. Une bagnole électrique, ça coûte plus cher qu'une bagnole avec plus d'aléas pour l'amortir, plus d'incertitudes sur la taille du marché, etc. Et donc, il faudra que nous, on aide les industriels à décarboner sans que ça coûte trop cher à nos consommateurs. Parce que sinon, ce sera une écologie punitive, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que ce que vous dites ce soir, c'est que l'inflation... Après cette inflation conjoncturelle qu'on vit depuis le Covid, la guerre en Ukraine, etc., c'est une inflation structurelle qui va prendre le relais et qui va aussi peser sur le porte-monnaie de ceux qui vous voyez bien que notre rôle, ça va être face à des coûts qui vont augmenter, mais de manière décennale. C'est une chaîne de voitures automobiles, une chaîne d'avions. Ça s'amortit sur 10 ans, 12 ans, enfin je ne sais pas combien d'ailleurs. Et donc, nous, le rôle des distributeurs, ça va être de faire tampon pour que cette nouvelle économie, plus vertueuse, nutritionnellement, car au niveau des rejets, etc., puisse être accessible à tous et qu'on ne recommence pas la connerie du bio, où on a voulu, beaucoup d'acteurs du bio ont voulu faire du premium avec du bio, et quand sur un marché, le marché de mon village, le bio est 60% plus cher que le produit naturel local, les gens, c'est sûr, d'abord, ils ne comprennent pas l'écart de prix. Il est moins aidé, hein.
par la politique agricole commune. Aussi. Donc, oui, voilà. mais C'est après, pas rien. Tout est à l'intérieur, tous les vices sont à l'intérieur. Mais vous voyez le bio qui a d'ailleurs disparu de certains rayons, si. Non, dans certains magasins, il y a le plus bio a décroché, mais va revenir. Il y a un vrai mouvement de fond dans l'alimentation des Français. Il y a une vraie demande du manger mieux. Il y a une vraie demande. Que l'inflation a servi un petit peu. Les articles de 6 pages qu'il y avait dans l'Express la semaine dernière sur les produits transformés. On sait tous que manger des produits transformés, il y a des additifs, il y a des trucs. Mais les Français, quand même, mangent de mieux en mieux. Les normes évoluent, s'imposent. Alors après... Ouais, alors si vous parlez des classes populaires, en général, elles mangent ce qu'elles peuvent. Et comme vous le disiez tout à l'heure, avec les dépenses contraintes, l'alimentation est quand même le seul espace sur lequel on peut jouer. Donc mais tout le monde ne mange pas bien. Une poire est une poire ou une pomme de terre, etc. Et en fait, les rayons bio dans nos hyper ne marchent pas si mal. Et c'est simplement que des producteurs, des distributeurs ont voulu mettre le bio dans une distribution spécialisée, trop sélective, trop exclusive. Et donc, je ne vais pas citer des noms, mais ils se portent tous mal aujourd'hui. C'est comme le textile de marque et tout ça. Donc aujourd'hui, si on repropose des produits bio à des prix raisonnables, ça intéresse les gens. Si les produits locaux, même un peu plus chers, ils marchent vachement bien. Que ce soit Reflet de France chez Carrefour ou nos régions ont du talent chez Leclerc. Non, mais je cite les autres parce que... je pense que c'est pardon. Je crois que l'avenir du manger mieux, ça a été cassé. Même pendant le Covid, on a beaucoup snacké. Mais populaire ou classe moyenne ou autre, aujourd'hui, on va vers du manger mieux. Et il faut aller vers du manger mieux. Il faut parler du carburant, Michel-Édouard Leclerc. J'ai compté 750 stations en France. Je me trompe ou pas ? Je sais plus. Je crois que c'est à peu près ça. Avec de l'essence depuis le 29 septembre, de l'essence à prix coûtant dans vos stations-service. Tous les jours, jusqu'à quand ? Alors, quand on est à prix coûtant, on n'est pas forcément le moins cher, ou en tout cas ceux qui sont à prix coûtant et qui ont mal acheté sont plus chers. Et donc je reviens un peu sur ma formulation, ce que nous demandent les consommateurs. Enfin, je vois ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai énormément d'abonnés, de consommateurs qui m'interpellent en disant vous avez dit prix coûtant, mais là le Leclerc il est quand même plus cher que ce jour-ci, etc. Donc en fait, ce que je sais, mon engagement, c'est d'essayer d'être le moins cher. Parce que vous voyez, Total aujourd'hui s'accommode de dire qu'il fait des prix bloqués à 1,99. À 1,99, il est 15 centimes plus cher qu'un Leclerc, qu'un Système U ou qu'un Intermarché. Vous voyez ? Donc, justement, j'avais été à cette réunion avec Madame Borne où elle a demandé à l'ensemble des acteurs de la filière de faire un effort. Le président de la République, d'ailleurs, a salué cet effort. Donc, aujourd'hui, la distribution française se bat par week-end, au quotidien, etc., fait des efforts. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site du gouvernement et que vous faites des extractions par le nombre de stations et tout, on est vraiment moins cher que les pétroliers, quoi. Et ils n'ont pas bougé. Donc, nous avons écrit à tous les pétroliers, nous leur avons demandé une participation, des rabais, des ristournes, y compris pour leur propre réseau. Parce que ce sont eux qui vous fournissent. Oui, en partie, parce qu'aujourd'hui, justement, être à prix coûtant et payer cher, on préfère aller chez des traders, on essaye d'arbitrer. Mais je vais demander à Madame Borne, qui nous l'avait promis, je pense qu'elle va le faire. Actuellement, il y a un rapport de l'Inspection générale des finances sur les marges du raffinage qui est en cours. Mais les centres Leclerc souhaitent, et d'ailleurs je pense les autres distributeurs aussi, qu'elle rappelle les raffineurs à leur promesse de participation à cette politique de rabais. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez arrêter l'essence à prix coûtant ? C'est notre intérêt et de commerçants et d'enseignes aujourd'hui. Nous qui sommes implantés en périphérie, c'est notre intérêt d'être le moins cher. C'est pas, on dit souvent produit d'appel et tout. Non, c'est un service que si on n'a pas, demain ce sera les bornes électriques. On en implante énormément des bornes électriques. On est en avance sur. Mais non, c'est un service à rendre aux consommateurs. Et je trouve que les raffineurs s'accommodent trop du fait de dire je suis à prix bloqué, cher, quoi. Donc la question de Christophe tout à l'heure sur certains qui pourraient profiter de la situation pour faire de profit. Là, pour vous, Total, c'est en plein dedans. Mais pourquoi on parle que de Total ? Parce qu'il n'est pas tout seul. Total, moi, je ne suis pas un anti-Total. C'est quand même une des dernières multinationales dirigées par des Français. Au-delà des critiques
faire durer les énergies fossiles, etc. C'est quand même une grande boîte comme ça qui va nous amener dans la transition, d'accord ? Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on critique chez Total et non pas simplement critiquer Total, parce que le fonds souverain norvégien, personne ne lui tape dedans. Il fait son fric avec les énergies fossiles et il nous dit qu'il finance la transition. Mais c'est comme Total. Et comme par hasard, lui, il n'est pas désigné par les ONG. Donc faisons attention qu'on ne nous ramène pas non plus vers un fournisseur unique qui serait américain et qui serait... On a mis 1 an et demi pour sortir du gasoil russe. On nous fait actuellement mettre des panneaux solaires à tour de bras sans filière française, donc c'est du panneau chinois. C'est du panneau chinois. On a tué la filière européenne. Faut quand même en tout cas, c'est du panneau chinois. Donc essayons d'être intelligents et de diversifier nos approvisionnements, de prendre le temps de diversifier nos investissements. La précipitation, c'est pas l'urgence. Donc l'essence à prix coûtant, ça continue chez vous. Pour autant, l'essence a pris moins cher. A pris moins cher. Au moins cher. Mais franchement, vous savez pas à quel prix j'achète. Donc quand je dis à prix coûtant, j'ai raison, mais c'est pas un avantage. Il faut que je sois moins cher. Non, faut être moins cher. Ouais. Mais c'est la différence entre les deux que j'ai du mal à comprendre, moi. Eh ben moins cher, vous faites la comparaison. Vous allez moi, je vous dis pas que Leclerc est le meilleur. Je dis comparer. Je sais que mon enseigne s'en tirera bien. Et d'ailleurs, juste un point sur le prix des carburants. On peut d'ailleurs s'étonner, parce que depuis quelques semaines, on voit plutôt le prix du pétrole qui est en baisse. On est même repassé ce soir, et pour le Brent et pour le brut, sous les $80 le baril. Et quand on regarde le prix du carburant, le prix à la pompe, eh bien, on s'aperçoit que finalement, que ce soit les distributeurs et les fournisseurs, ils sont beaucoup plus enclins à appliquer les hausses assez rapidement. Comme disent certains, on applique les hausses prennent l'ascenseur, les baisses prennent l'escalier. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, parce qu'aujourd'hui, vraiment, vous faites la comparaison entre les prix du carburant il y a un mois et les prix des carburants aujourd'hui, on a une différence de quelques centimes, alors que la baisse du pétrole est vraiment Comment vous l'expliquez ça, Michel Edouard? Parce que c'est pas le même marché. D'une tonne de pétrole brut, en raffinant, vous pouvez faire des essences légères ou des fuels lourds. Et donc, ça ne dit pas la disponibilité des deux produits. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des baisses. Moi, je pensais qu'avec le conflit du Moyen-Orient, ça allait flamber. C'est d'ailleurs un signe géopolitique. Si ça ne flambe pas, c'est qu'on ne croit plus, on ne craint plus trop l'embrasement régional. Voilà. Et notamment l'entrée de l'Iran dans le conflit. Et je n'ai pas l'impression aujourd'hui... vous avez parlé de baisse. C'est des petites baisses. Il faut regarder aussi si le dollar, si c'est dû à la parité monétaire. En tout cas, je voudrais insister, d'une tonne de pétrole brut, vous faites plus ou moins de l'essence, plus ou moins du kérosène, et plus vous faites des essences, du fuel, par exemple, à l'entrée de l'hiver, et moins vous avez de disponibilité d'essence légère. Donc, c'est des marchés qui sont corrélés, mais avec un certain délai. Bien sûr, mais de toute façon, même si, effectivement, il n'y a pas cette corrélation aussi nette si le brut descend, nous descendrons les prix, ça c'est sûr. Oui, mais quand ils augmentent, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite à la pompe. Regardez le site du gouvernement, parce que ça, c'est très... Moi, je trouve mais ce que pose Gaëtan, objectivement, c'est la question de la transparence. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la manière dont la structuration des prix se fait du côté des industriels. Là, ce que voit le consommateur, c'est quand il s'agit de répercuter les hausses, ça va très vite, et quand il s'agit de répercuter les baisses, on voit jamais rien. On ne parle pas du même produit. Non, bien sûr, mais est-ce que, dans l'idée, justement plus de transparence sur cette structuration du prix ne serait pas bienvenue? C'est l'idée de Madame Borne, c'est de regarder, quand tous les raffineurs disent qu'ils perdent de l'argent, c'est de regarder si c'est vrai, si c'est pas vrai, et est-ce que dans le système de facturation d'une filière qui fait ses propres factures à chaque stade, est-ce qu'on ne surfacture, est-ce que on fait pas exprès que ce soit ça coûte plus cher en France alors que les profits sont localisés ailleurs. Donc je ne sais pas le résultat de l'opération, je ne veux pas le prévendre, mais on verra ce rapport. Et en tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que les centres Leclerc vont lui demander de rappeler les raffineurs à leur promesse de faire un geste. Je vous rappelle que les amendements visant à taxer les super-profits ont été retirés. Donc là-dessus, ils n'ont pas à se plaindre. Les résultats qui ont été publiés par trimestre de Total ou d'autres sont excellents.
Donc, c'est pas de la comptabilité analytique, ça préjuge pas du résultat final. Mais à mon avis, un petit geste pour Noël, ce serait bien. Ils ne sont pas très citoyens, c'est ça que vous êtes en train de dire. Quand c'est dit par vous, c'est plus crédible. Je voudrais vous montrer une comparaison. On recevait en début de semaine à votre place Jérôme Fourquet, que vous avez cité tout à l'heure pour son livre La France d'après, le politologue, qui faisait, lui, une analyse du vote des Français. Mais ça, on ne va pas le faire, mais en divisant les Français en deux catégories, les Nespresso et les Senseo, en expliquant qu'il y avait une France qui était plutôt à l'aise financièrement, que l'inflation avait peut-être moins perturbé, qui était la France Nespresso, avec des produits plus haut de gamme, etc. Et de l'autre côté, une France Senseo, qui avait pu avoir un sentiment d'être reléguée, d'avoir plus de difficultés financières face à l'inflation. Est-ce que ces deux France-là, Nespresso, Senseo, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est ce que vous pouvez voir aussi dans vos magasins? Ce que je vois, c'est que vous parliez tout à l'heure des catégories populaires, ou en tout cas à plus faible pouvoir d'achat. Je peux vous dire que peut-être il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui sont pris à la gorge, qui sont étouffés, et il y a les sachants, ceux qui ont une culture du prix. Et ben, que ce soit les bourgeois ou dans les classes moyennes, comme dans les classes populaires, ils n'ont pas envie de se faire avoir, de se faire taper. Et en fait, c'est ça que dit l'inflation aujourd'hui. L'inflation, pour moi, ils le vivent comme un impôt. C'est-à-dire que ça n'a pas été discuté. On paye qui avec cet impôt? Est-ce que c'est le distributeur? Est-ce que c'est l'industriel? Ça, c'est le consommateur qui paye, vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai dit à Bruno Le Maire, je ne suis pas un prophète de malheur, mais si j'annonce des baisses quand il n'y en a pas, c'est chez nous que les gens viendront se plaindre. Et par contre, autant on veut bien partager notre popularité, autant il ne faut pas nous faire dire des résultats avant qu'on les ait. Donc l'ensemble des Français, aujourd'hui, ne veut pas d'inflation. Catégorie populaire par nécessité, mais même... J'insiste, les classes moyennes, tout ça, pourquoi payer plus cher? Pourquoi payer les marges des multinationales? Pourquoi se faire prélever alors que tout augmente à juste... Et quant au salaire, ils augmentent, mais souvent avec un délai retard pour le coup. Par rapport à ce que vous dites sur les sachants, je vais vous montrer une expérience ce soir. Lisa Adef qui est de retour avec nous. Une expérience qui a été menée par deux Britanniques. On va voir si ça vous inspire. Lisa, racontez-nous ces deux Britanniques que l'on voit là, des youtubeurs qui se sont lancés. Vous avez appelé ça un voyage anti-inflation. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? C'est Josh et Archie. Josh et Archie, effectivement, ce sont des youtubeurs anglais. Ils ont 1,47 million d'abonnés. C'est ici que c'est écrit. J'aurais pas pu faire la météo. À leur chaîne YouTube, plusieurs vidéos à leur actif. Et ce sont donc ces deux youtubeurs qui ont décidé de prouver que le prix du caddie en Angleterre est vraiment, mais vraiment beaucoup trop cher. En Angleterre, il y a une liste de produits qui représentent le panier moyen et qui permettent de freiner supposément l'inflation. Et Josh et Archie se sont rendus dans un supermarché pour les acheter, ces produits. Écoutez. Ce caddie est rempli de nourriture que le gouvernement utilise pour surveiller l'inflation en Grande-Bretagne. Ici, dans un Lidl, nos courses coûtent 164 livres 47. Et nous voici maintenant en Pologne. Pour voir si on peut économiser sur notre caddie de course. C'est donc en Pologne que Josh et Archie vont aller faire leurs courses, tenter de faire les courses moins chères. Et là, vous devez vous dire légitimement que pour voyager en Pologne, ils doivent donc prendre l'avion et que ça fait augmenter la facture, et que ça ajoute des dépenses. Vous allez voir comment ils ont choisi leur destination. Avec des compagnies low cost qui proposent des vols bon marché et les différences de prix sur la nourriture en Europe, on s'est demandé, est-ce possible de faire un aller-retour en avion dans un autre pays pour faire ses courses pour moins cher qu'en Grande-Bretagne? Pour notre test, on a regardé avec Archie quelles étaient les destinations les moins chères. Les vols vers la Pologne sont presque donnés. Poznan, à l'est de la Pologne. C'est donc à Poznan, en Pologne, que Josh et Archie remplissent le même caddie que celui qu'ils ont rempli en Angleterre, dans le même supermarché, évidemment. Et alors là, regardez le résultat. Ils économisent 77,75 € uniquement sur le caddie. Ça, c'est le tarif, le total du caddie anglais. Là-bas, le total du caddie polonais. Et même quand on ajoute le reste de leurs dépenses, c'est-à-dire leur billet aller-retour en avion, le prix de leur nuit d'hôtel, parce qu'ils ont dormi là-bas, billet en avion avec bagage en soute, je précise, parce que maintenant, il faut le rajouter souvent, et le bus, les tickets de bus qu'ils ont pris pour se déplacer, soit pour aller au supermarché, soit pour aller et venir de l'aéroport. Là aussi, ils économisent presque 10 €, 9,38 €. Leur conclusion, pour le prix d'un caddie en Angleterre, ils ont voyagé, dormi et obtenu les mêmes produits. Ce qui souligne, selon eux, je cite, la situation ridicule dans laquelle nous sommes face à l'inflation dans certains pays. Oui, démonstration un peu par l'absurde. Merci beaucoup, Lisa Adef, pour cette démonstration. Mais Michel-Édouard Leclerc, c'est quand même
Évidemment, on sait qu'il y a des différences de salaire, de protection sociale, etc. dans les différents pays, entre évidemment l'Angleterre ou nous et ce qui se passe du côté de la Pologne. Mais on a quand même ça en tête, et je suis sûr que les téléspectateurs qui nous regardent aussi, de se dire, il y a certains produits qu'on nous vend beaucoup, beaucoup plus cher ici qu'ailleurs, parce qu'on dit que l'argent est ici aussi, alors qu'il pourrait revenir à beaucoup moins cher. Ouais. Alors, d'abord, l'Angleterre, ils dérouillent. Hein. Ils n'ont pas d'agriculture, c'est des importations. Les distributeurs anglais ne sont pas très dynamiques. D'ailleurs, on cite un Allemand en Angleterre, c'est Lidl. C'est aussi parce que Lidl est présent et en Angleterre et en Pologne. Et que précisément comme les autres ne sont pas forcément, se sont pas beaucoup exportés, ils sont moins présents en Europe. Ce que je veux dire, c'est que la situation anglaise, c'est cata. Hein, d'accord. Moi, je suis breton, il y a la ligne Roscoff. Angleterre, on voit les Anglais venir faire des courses chez nous, même en prenant Brittany Ferries. Hein, après, je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est la base de mon raisonnement. On a des centres Leclerc en Pologne. On a des centres Leclerc au Portugal. On est une coopérative européenne. Et donc, c'est là où on ne peut pas nous la faire, c'est quand une multinationale vient nous dire c'est ça le tarif, alors que les centres Leclerc polonais peuvent acheter moins cher. D'ailleurs, on a décidé de se regrouper ensemble pour Mais vous avez une centrale d'achat, justement. C'est ça. Et alors, c'est ce que Choisir nous disait, ou l'UFC Que Choisir, quand il comparait les prix au niveau européen. Alors, ce n'est pas toujours en défaveur de la France, ça dépend des catégories de produits. Les lessives et tout ça sont moins chers en Allemagne. Je ne connais pas le prix du baril. Oui, mais vous arrivez à l'expliquer ou pas? Vous arrivez à expliquer ces différences? Non, je n'arrive pas. Dans certains cas, oui, par exemple, Coca-Cola fait embouteiller dans peu d'endroits, donc il y a le prix du transport, etc. Mais non, il faut mettre de la compétition. Et c'est ce qu'a dit le président de l'autorité de la concurrence cet été dans ses différentes interventions. D'abord, les gros se mettent toujours en avant le sort des petits. Hein, ça, c'est un truc. Donc, il faut aller voir. Ensuite, à force de parler de filière, on oublie que les industriels devraient être concurrents entre eux. Ils ne sont pas assez concurrents entre eux. Sur tous les grands même si on dit il n'y a que 5-6 centrales d'achat en France et tout, les industriels sont en général, les multinationales sont deux duopoleurs par marché. Donc ça veut dire quoi? Il y a de l'entente? Non, ils se fritent pas trop. Ils n'avaient pas besoin de s'entendre pour vous voyez. On en a beaucoup parlé, par exemple, sur les aliments pour animaux. Les aliments pour animaux. Alors ça va. Deux grands groupes multinationaux. On va aller chercher des baisses là. Parce qu'ils se sont bien alimentés là. Hein, encore aujourd'hui. Et donc, mais c'est vrai que c'est Mars et Nestlé, je crois, qui sont les deux gros pourvoyeurs. Je suis pas sûr de. Et donc, oui, au niveau de l'Europe, c'est une bonne comparaison. Nous, on a des relevés de prix permanents toutes les heures de tout ce qui se vend. On achète les panels, on relève les prix. Et donc, on a une vision des prix de marché à travers toute l'Europe. Est-ce que vous êtes empêché aujourd'hui d'aller acheter moins cher en Europe pour vendre en France? Non. Non, mais moi, j'aimerais privilégier, même si quelquefois on me fait le procès du contraire, moi, je me sens breton de Landerneau et je préfère privilégier les produits bretons, les produits alsaciens, les produits... J'ai envie d'acheter de chez moi, etc. Mais quand il s'agit de produits transformés, qu'il s'agit de produits, des biscuits, je ne sais pas la part de blé breton ou de blé français dedans. Donc, c'est peut-être marqué quelque part. Mais là, sur les multinationales, j'ai aucun problème à les mettre en compétition. Et on va aller faire ça. Il y a des enseignes qui arrivent justement à casser complètement ces prix. On pense notamment à la nouvelle enseigne préférée des Français, Action, qui ouvre partout avec des prix qui sont défiant toute concurrence. Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire que vous n'arrivez pas à faire? Non, ce sont souvent les deuxièmes magasins de nos clients. Un client qui vient chez Leclerc va profiter sur des... Lidl n'a pas beaucoup de références, il a 1300 références, quelque chose comme ça. Action n'a pas beaucoup de références. Par contre, Action est une boîte, nous on voit des petits nouveaux, mais c'est comme Lidl, c'est des plus grosses boîtes européennes. Donc ils font des appels d'offres mondiaux, ils vous font des prises électriques avec des coûts comme ça. Le seul
Donc ça, ils arrivent à le faire et c'est pour ça qu'ils offrent. Mais ils nous stimulent, Ouais. Notre gamme de produits Eco Plus, on l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu l'arrivée des hard discounters en France. Donc c'est bien, c'est sain la concurrence. Les Français n'aiment pas ils n'aiment pas utiliser le mot concurrence. Par contre, ils adorent le sport. En fait, il faut peut-être, c'est de ma faute aussi, il faut sortir des terminologies guerrières pour aller vers des terminologies sportives. Non. La concurrence, ça fait baisser les prix. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc. Pardon. Merci d'être venu ce soir. Je voulais vous donner encore une information qui est tombée pendant notre discussion. Ça concerne cette vigilance rouge qui va être déclenchée à partir de demain. J'allais dire redéclenchée à partir de demain pour le Pas-de-Calais. Encore une fois, avec ces pluies qui ont continué aujourd'hui, qui vont se renforcer demain et au moins jusqu'à vendredi. Voilà pour cette dernière information, cette vigilance rouge. Merci encore, Michel-Édouard Leclerc, d'être venu ce soir dans 22h Max. Merci.